Bonjour à tous, bienvenue sur Lore in Blood, une toute petite émission retraçant les différentes étapes et les différentes parties du lore de l'univers de Blood Quest. Aujourd'hui, je suis avec les garçons de l'équipe, Peter, Hayes et Edgar. On va répondre à quelques petites questions, vous allez apprendre à les connaître un peu plus, mais aussi en savoir un peu sur ce qu'ils ont pensé de cette saison 1 qui s'est finie il y a quasiment un mois maintenant. À l'heure où cette vidéo sortira, ça fera quasiment un mois que le final est sorti. On espère en tout cas que ça vous a plu cette petite saison. Et c'est un petit cadeau en attente de la saison 2 qui arrivera début septembre. Les gars, vous êtes prêts? Ouais. Petite question. Donc je demandais à tour de rôle de vous présenter rapidement. Petite présentation de qui vous êtes, pas votre personnage, mais qui vous êtes. C'est parti. Baptiste, je t'en prie. Oh, c'est moi qui commence. Bah t'es plus proche de moi. hein. Je m'appelle Baptiste, j'ai 28 ans et je joue à Blood Quest. D'accord. Hayes. Point. Je m'appelle Baptiste, j'ai 28 ans. Donc du coup moi c'est Johan, ou Chefi, pour nous dissocier c'est plus facile. J'ai 23 ans, voilà, fraîchement rôliste. Tu joues à Blood Quest aussi? Fraîchement rôliste, je joue à Blood Quest intensément. Et moi du coup je m'appelle Johan, j'ai 22 ans et moi ça fait un petit moment que je suis rôliste quand même. Mm. Ça fait quelques années. Voilà. Ok. Donc on a un rôliste pas expérimenté mais qui a un peu de bouteille, un rôliste qui a quelques années aussi de pratique, bah, Ouais, bien 10 ans. Ouais. et un tout fraîchement arrivé, un jeune rôliste qui Un bébé. débarque dans une aventure Blood Quest. Déjà le meilleur. Un bébé chauve, oui. Ok, pareil, dans le même sens, je vais vous présenter de vous demander, pardon, oula, excusez-moi, vous demander de présenter vos personnages. Donc Baptiste, je t'en prie, Là j'aime bien. vas-y. Alors Peter c'est un alchimiste élémentaliste qui a à peu près 25 ans, qui est orphelin de père et de mère, qui a été récupéré par une dame qui s'appelle Ella, qu'il a élevé comme sa mère du coup. Donc il a grandi dans une tribu qui s'appelle les Atwinak, qui est une tribu nomade qui se situe principalement, alors je dis bien principalement, dans le continent nord-américain. Tout ce qui est grande forêt du Canada, grands espaces au niveau des USA, des choses comme ça. Donc Peter a rejoint cette bande de joyeux lurons. Il y a déjà de cela une saison, de quoi ça passe très vite. Et Peter aime bien se mettre tout nu. C'est vrai que c'est un Alors, trait de il le fait caractère. pas exprès. Souvent c'est parce que Johan le fait boire, Oui, très souvent. mais non, il a tendance à finir pas tout nu entièrement, hein, mais il aime bien enlever le t-shirt quand il s'énerve. Il a des réactions un peu étranges des fois. Montrer ses vénules. Oh En même temps, c'est pas du spoil parce que du coup, ils l'ont vu. Alors, dans la saison 5, On n'a pas encore tourné la saison parce 5. qu'il a pas écrit encore le MG. Non, pas encore. Hayes, Eh bien Hayes, c'est un Néphilim, ça y est, je peux le dire. Wow. Enfin. il a fallu attendre une saison. Ce n'est pas un humain, c'est un Néphilim. Je peux pas vraiment lui donner d'âge parce que d'apparence il pourrait avoir vingtaine, trentaine. Sur le papier il en a 620. Donc voilà, je suis principalement voilà, donc un Néphilim, une création d'Etherion du coup. Voilà, je foule cette petite terre avec pas vraiment une quête définie, mais une quête qui se définit justement au fil des épisodes, comme vous avez pu le voir, dans le but de retrouver mes alliés, mes anciens compères, avec qui voilà, j'ai été envoyé sur Terre lors de la guerre d'Alabor, la grande guerre d'Alabor. On va essayer de remettre l'ordre de tout le bordel qu'il y avait sur la Terre. Que dire de plus? Je suis un archer hors pair qui n'arrive à toucher aucune flèche, aucune, zéro, pas du tout. Moi, je sais pas, Ethereum il m'entraînait, il avait eu. Il était très collègue avec Edgar. C'est ça. C'est le copain. C'est le collègue. Hein. Rien de particulier. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est une origine qui se tourne vraiment sur un côté angélique, un côté démoniaque. D'où le fait d'être une création d'un dieu. Et voilà, on va voir comment il va tourner au fil des saisons. Hein. Ouais, c'est vrai que t'es le seul perso qui peut avoir vraiment du tout au tout, quoi. Et à ton tour, Johan, du coup, présente-nous notre collègue à tous, notre pilier de bar national. Alors, Edgar. Edgar du coup, Edgar McCall, c'est un homme, un chasseur qui a 35 ans, ouais, un peu plus de 35 ans. C'était un agent de police, un inspecteur à la New York Police Department. Et il s'est fait rouler par un ancien collègue de ce que John lui a dit du coup, John Miller, dans la saison 1. Bah, il a été envoyé à Alcatraz pour le meurtre de sa femme, le meurtre de sa fille, mais du coup Edgar a appris que sa fille était peut-être en vie et qu'elle se trouverait certainement en Europe. Donc la quête d'Edgar, c'est tout simplement aller retrouver sa fille et s'expliquer assez violemment avec son ancien collègue. Tu nous as bien dit que c'est pas toi qui as tué ta femme. Ah oui, oui, c'est pas moi qui ai... Non, Non, mais comme, Non, ça, non, non. comme tu l'as non, c'était c'est ça, un en peu, fait, je t'ai bourré. Non, enfin, Edgar est rentré de chez lui après une mission, il s'est fait assommer, il y a un tigratin de mélanisme qui a tué sa femme devant ses yeux, il a été reassommé et à son réveil, sa femme était morte devant lui et sa fille n'était plus là. Et du coup, il a été accusé à tort et il est parti à Alcatraz, enfin sous Alcatraz. Donc c'est la prison des plus gros criminels et des conscients aussi. Et il a réussi à bien s'en échapper comme il faut. Ouais, complètement.
On a 3 profils très différents. De mon point de vue de MJ, on a un perso comme Peter qui tourne beaucoup ses actions, tout ça, autour de l'humour, qui a du coup quelque chose réellement derrière. Ace qui a un côté très silencieux, très distant avec les gens, tout ça. Peut-être un peu froid aux premiers abords. Vous avez pu le découvrir au cours de la saison 1, qui n'est pas froid, c'est juste qu'il y a un vrai blocage derrière. Et Edgar, qui est un perso qui, dû à son passé, prend une place un peu de leader, mais qui se retrouve un peu confronté à d'autres personnages et des situations où il est en difficulté. Typiquement, c'est début de saison 1, avec la petite Emilia, où on voit que Edgar est complètement tétanisé. Et donc, on a vraiment 3 profils très différents, bien distincts, qui d'ailleurs représentent, puisqu'on se connaît du coup bien évidemment hors des tournages, un peu vos profils IRL en fait, vos profils un peu... alors, pas toi forcément pour Edgar, t'as essayé de sortir de ta zone de confort, mais on retrouve des traces de ton caractère quand même, comme on retrouve des traces du caractère de Ace ou de Peter. Alors, pas le caractère alcoolique, vous en faites pas, mais le caractère, avoir des idées, essayer de mettre à plat des choses en fait pour évoluer correctement et avoir une vraie cohésion dans le groupe. Bon alors moi maintenant j'ai une petite question en tant que MJ, cette saison 1, vous en avez pensé quoi? C'était bien. C'était bien? Grave. C'était compliqué au début, je dirais, d'arriver à rentrer un petit peu dans le perso. Déjà dans un premier temps, même en ayant été rôliste, parce que là pour le coup, vu qu'on fait de l'actual play, t'as envie en fait de bien faire les choses, parfois un peu trop d'ailleurs, de trop bien faire les choses. Mais et ce que j'ai trouvé aussi difficile, c'est d'arriver à s'harmoniser avec les copains autour de la table qui ont des profils très différents. Alors je parle des PJ, hein, pas eux, parce que je les connais. Mais les PJ, il faut jouer le fait que tu les connais pas. Et quand tu connais le joueur en face, ça peut être très compliqué des fois. Donc faire fi de ça, des fois, c'est assez dur. Mais ouais, je dirais au bout de 7-8 épisodes, on a commencé déjà à bien trouver un équilibre. Et c'est là où je pense que ça a pu se voir aussi à l'écran. Il y a des complicités qui sont créées vraiment entre les PJ, ou des clashs, ou des choses, mais c'était vraiment alimenté par le lore, et parce que nous, on voulait mettre en place au travers de ce que toi, tu as amené dans la campagne. Bien sûr. Et moi, j'en tire que du positif, hormis les petits soucis techniques des fois qu'on a pu avoir, mais voilà, on n'est pas des pros, donc forcément, Ça fait partie des aléas. c'est ça. Et vous les garçons? Super intéressant, comme l'a dit Baptiste, voilà, ce qui est super cool, c'est d'arriver à intégrer et à rentrer dans son personnage. Parce que c'est aussi un exercice pour nous, voilà, étant donné qu'on l'a déjà dit, on n'est pas du tout des acteurs. Donc arriver à rentrer dans son personnage. Quand il s'agit d'un one-shot, ça va, tout le monde arrive à peu près à le faire, on sait que c'est sur quelques heures, là c'est une campagne. On a tourné une saison, il va rester encore bien bon 4 ou 5. Plus compliqué de se projeter, se dire que mon personnage, je dois le faire durer jusqu'à là-bas et le faire évoluer sur tout ça. Donc il faut commencer d'une base et la faire grandir petit à petit. Sur un one-shot, on sait qu'on peut y aller à fond, on s'en fout. Et puis, les cons, Différent. Oui, c'est ça, complètement. les cons, ton perso derrière, il est recyclé, il sert à rien, donc C'est ça, là, c'est une campagne, on peut pas faire n'importe quoi avec notre perso non plus. tout à fait, tout à fait. Puis il faut rester dans le cadre quand même du lore aussi. Donc Donc c'est pour ça que c'est super cool comme exercice personnel, voilà, d'arriver à se projeter vraiment dans les yeux d'une autre personne. Parce qu'en soi, oui, c'est du papier, c'est fictif. Mais il faut vraiment le visualiser comme un autre humanoïde, pardon. Ouais. Et c'est ça qui est super cool. C'est un très très bon exercice et moi je me régale. Une partie de plaisir à chaque fois. Sauf quand je fais des fumbles. Et toi Edgar? Bah moi, très bien. Très très bonne campagne. Enfin, en tout cas pour cette saison 1, j'en tire que du bon et hâte de voir la suite. Parce que comme disait Sheffield, partir d'une base et se visualiser, la faire évoluer, c'est très compliqué. Et on va voir où tu vas nous mener et nous aussi où on va nous mener nous-mêmes. Très compliqué cette phrase. oui. Non mais c'est ça, parce qu'en fait, il n'y a pas que moi qui fais l'histoire. Et d'ailleurs, vous allez le remarquer au cours de la saison 2, c'est que la saison 1 a été écrite d'une certaine manière, plus comme un livre en fait. Alors que la saison 2, je l'ai vraiment écrite comme un jeu de rôle pur. Vous allez voir les évolutions, il y aura beaucoup plus d'accès pour eux, plus de voies ouvertes pour l'évolution des persos. Et donc c'est vous qui allez faire l'histoire en fait. Moi en soi, vous le savez vous, parce que je vous en ai parlé hors caméra, mais j'ai beaucoup réécrit la saison 1 derrière parce qu'il me faisait des choix, c'était hallucinant. Ça a été un vrai challenge même pour moi du coup de faire suivre une campagne complète. Sachant que pour vous du coup c'est chaque semaine que ça sortait. Nous des fois on avait un mois et demi d'attente entre chaque 4 épisodes. Donc il faut se rappeler, donc ça reste quand même un vrai exercice. Que ce soit pour eux en tant que joueurs ou moi en tant que meneur de jeu, c'est un exercice quand même très compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que le métier de rôliste, qui maintenant arrive sur la plateforme YouTube, c'est devenu un métier parce que ça demande un vrai investissement, du temps et de la volonté en fait. Puis c'est de l'acting. C'est de l'acting, vous n'êtes pas acteur, je suis pas acteur, interpréter des voix, des personnages, c'est pour ça que vous avez pu le voir par exemple au cours de la saison 1, typiquement l'apothicaire, Oui. on en a fait un running gag, mais l'apothicaire est passé de 80 ans à 30 ans au niveau de la voix. Donc c'est des choses qui sont encore à mettre en place, c'est de l'évolution de notre côté aussi au point de vue personnel. Vos persos, vous avez une vision de ce qu'ils vont devenir, qui n'est pas forcément la même que la mienne. Moi je vais essayer de vous amener vers quelque chose, mais si vous ne voulez pas y aller par vos choix, par vos opinions ou vos actions, et on n'ira pas vers cette voie-là et je réécrirai autre chose. C'est pour ça que maintenant j'écris saison par saison. J'écris plus toute une campagne complète et après on avise. Parce qu'en fait ça vous laisse à vous pas forcément
libre accès à l'évolution de votre personnage. En généralité, un bon retour de la saison 1 quand même. oui, mais je voulais te dire un truc, parce qu'il parlait des one-shots chez FIP. Mine de rien, un one-shot c'est quoi 3 heures, 4 heures, et 6 si vraiment tu fais toute la nuit et que le scénario est long. Mais là, on a 30 heures de jeu, à peu près. Il y a 20 épisodes. Ouais, à peu près de 30 heures de jeu. Enfin, de jeux diffusés parce qu'en fait, il y en a plus. Il manque qu'on coupe tout ça. Mais mine de rien, en fait, c'est beaucoup quand même. 30 heures, c'est beaucoup. Et je suis sûr que là, on irait voir l'épisode 1, mais on serait dépité. Non, mais on ne jouerait pas du tout pareil. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Différent, hein. Tu vois, déjà, juste en 30 heures, déjà, quand tu vois l'évolution qu'on a eue, tu te dis que sur 3, 4, 5 saisons, et même j'espère les d'autres campagnes qui arriveront derrière, avec d'autres univers ou quoi, ça donne encore plus envie d'y aller. Parce que maintenant qu'on sait qu'on est capable de le faire, même si oui, on n'a pas le niveau de chaînes très célèbres d'Actual Play, parce qu'eux sont comédiens, ou on fait de l'acting, ou sont doubleur voix, etc. Donc eux, ils savent gérer un personnage, ils savent se mettre dedans, ils savent créer une voix et la tenir. Je parle de l'apothicaire sur la première fois, je crois que c'est avec toi que j'y vais la première fois, ou avec Edgar, je sais plus. Tu fais la voix du vieux, la voix elle est parfaite, on revient, la voix est plus là. Mais voilà, c'est pas notre métier. Non. Donc ça peut être frustrant pour les spectateurs, tout comme ça l'est pour nous des fois, mais on essaie de progresser, on fait notre mieux. Puis Mais c'est on aussi, a- Vas-y, je t'en prie. pardon, c'est aussi oser le faire. Ouais, c'est ça. Oui. Parce que moi, la voix d'Edgar, je parle pour moi par exemple, je sais quelle voix il a, je sais comment l'interpréter, mais juste oser le faire. Parce que mine de rien, il y a il y a les caméras, mine de rien, il y a les autres joueurs, il y a tout ça, donc c'est complexe. Puis t'as aussi la peur d'avoir un blanc, Bien sûr, de te totalement. tromper de mots, de sortir une expression pas forcément YouTube friendly. Non mais oui, pour une degré, tu vois, tu lâches des gros mots, des trucs Bah, qui peuvent être du langage courant. Et en plus, toi, t'as quand même un perso qui est, Bien sûr. je dirais pas grossier, mais qui est un peu bourru. Oui, on va dire ça comme ça. Totalement. Mais oui, mais d'ailleurs, comme disait Quentin, c'est bien parce que ça nous fait sortir de la zone de confort. Exemple bête, moi les one-shots, quand on fait des one-shots, mais je suis intenable. Je joue des caractères que je me permettrais pas en campagne et ça donne des situations incroyables. Bah, vous avez pu le voir, je crois que c'est l'épisode 4 ou 5. Non, c'est l'épisode quand vous êtes à Venise, où on parle d'un cracheur de feu. Dans un des one-shots, on a notre cher Johan qui a interprété un Victimus, en hommage à notre Bob Lennon national, qui a fait un vrai banger, si on peut dire, C'est même pas ça. pendant le one-shot, quoi. C'est qu'il a réussi, parce que donc, je le masterisais pour que Quentin puisse jouer. Et donc tu avais un homme intégral, Ben, j'avais la tenue de Victimus Voilà. qui Bob Lennon a dans qui est Elden un Ring. homme intégral, Qui est un d'accord, homme moi je intégral. connais pas. Il a réussi, en faisant 20, à cracher du feu au travers d'un homme. Pépite. C'est banger, quoi. Et c'est là aussi où tu as quand même des libertés avec les one-shots que tu n'as pas sur les campagnes. Un one-shot, voilà, tu vois, moi je suis MJ, mais en campagne, je t'aurais jamais dit oui. Mais là, c'est un one-shot. Mais c'est ça. Tu t'en fous. Mais c'est comme le coup du one-shot qu'on a fait où je jouais le Kaolin. En campagne, ce serait En atroce fait, à jouer. voilà, faut se dire un truc, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on a du coup la campagne de Blood Quest que vous suivez, mais on a aussi, hors caméra, des one-shots pour pouvoir décompresser. Rester très sérieux sur 30 heures minimum de jeu, voire 35, c'est très compliqué. Garder un personnage C'est pour ça que vous voyez des fois on a des pétages de plomb. Je prends l'exemple de l'épisode 10, on a vraiment du pétage de plomb. Donc en fait, rester constamment sur la même histoire, tout ça c'est très compliqué. Faire des one-shots hors caméra, ça permet de décompresser. Pour ça, j'ai créé un petit jeu très rapide qui s'appelle Kaonia. On risque peut-être un jour sur la chaîne de faire une petite campagne de 4 épisodes de Kaonia. Ou en l'occurrence, oui, voilà, on a un one-shot qui est fait pour le défouloir, qui est fait pour faire n'importe quoi. Et c'est ça qui est bien, ça permet de décompresser et donc de se remettre plus en plus dans le jeu de Blood Quest. Je vais vous demander qu'est-ce qui vous a plu le plus dans Blood Quest. Que ce soit, donc, vous m'avez aidé pour la création en partie du lore, pas du jeu, mais du lore. Qu'est-ce qui vous a plu le plus, en fait, dans le lore de Blood Quest, la création, tout ce qu'on a pu faire autour de ça, que ce soit aussi les... Par rapport à ce qu'on t'a aidé à faire. Pas par rapport à ce que vous m'avez aidé, par rapport au jeu, qu'est-ce qui vous a plu dans Blood Ah, Quest? ok, ouais, ok. Moi, je dirais la liberté d'interprétation. Parce que voilà, l'avantage que Blood Quest a par rapport à d'autres JDR, type voilà, D&D 3.5 ou des trucs du genre, si on prend typiquement une épée courte, dans notre tête, si on le communique avec Quentin, si on veut que cette épée courte ait le skin d'un katana et le skin de, je sais pas, d'une longue dague ou... Un glaive. Ouais, voilà, donc, peu importe, ça garde les stats de l'épée courte, mais on l'image comme on veut. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que la personnalisation du personnage, en fait, c'est comme dans un MMO, est pareil.
elle est infinie. Parce que, bon, forcément, il y a des limites. Hein, pas créer des armes légendaires à la alors que c'est une vieille épée courte qui fait 2d4. Code des 20 plus 8. Ouais, voilà. Mais non, et ça, valable aussi pour les sorts. C'est ça qui est excellent. Comme vous avez pu le voir, voilà, moi, typiquement, Malédiction, à la base, c'est un sort que, sur le papier, quand on l'a inventé, en créant l'origine des Néphilim, on le voyait comme une malédiction au toucher, au contact ou à courte distance, à la limite, un petit truc, voilà, un petit filet de malédiction qui touche un ennemi. Ben, je sais pas, un jour, j'ai eu l'idée de me dire que je la fais passer sur ma flèche, comme ça, déjà, je peux le tirer à distance. Et puis je crée une animation autour de cette flèche aussi. Bah, en fait, c'est autorisé et c'est ça qui est trop bien. C'est vraiment c'est libre à l'interprétation de fou. Et quel kiff en fait. Déjà que voilà, jouer entre potes, c'est génial. Si vous l'avez jamais fait, faites-le. Et non mais là, voilà, avec cette liberté de création et d'interprétation, c'est juste pépite. On fait ce qu'on veut. C'est purement shonen. Ouais, ça. C'est vrai. Puis tu vois aussi, par exemple, je prends mon cas et le KDE parce qu'on joue la même origine. Bon, même si elle est inventrice, merci, elle a quand même maîtrise du feu et maîtrise de la terre. Oui, elle a les deux. Et elle le joue pas du tout comme moi je le joue. Et que je dise pas de bêtises, elle l'incante pas, c'est comme ça. Alors que c'est comme si c'était une maîtrise un petit peu innée. C'est ça. Là où Peter, et j'ai choisi de le justifier par le lore du personnage que vous apprendrez peut-être un jour, qu'il a besoin d'incanter un petit peu comme un magicien, ou voilà, on aurait besoin d'incanter une formule magique pour pouvoir du coup faire manipulation du feu, de la terre, maintenant de l'eau, parce que ça y est. Et puis des compétences qui viendront niveau 5, qui me tardent. On Voilà. parle de Phoenix pour ceux qui l'ont pas, Oui. vous apprendrez pourquoi. Et toi, Yoann? Que j'aime, ouais, c'est tout ce qui est liberté. Liberté même dans les mouvements. Regarde un exemple tout bête, Final Saison, je suis un boulet de canon. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que Ouais. j'arrive, je cours, je dis à Brienne, lance-moi, elle me pousse, elle me lance et je fais un cross de map. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en termes de liberté ailleurs, ou même, ouais, comme tu dis, liberté d'imagination, d'animation, on fait ce qu'on veut. Puis c'est aussi le fait que les règles soient simples. Pas Bien sûr. simplistes, simples, qui offrent, comme disait chez Phil, D&D ou autre chose, c'est hyper cadré. Ça aussi, c'est l'avantage. Le fait que ce soit très, très cadré, parce que justement, ça t'oblige à aller, même des fois, c'est intéressant parce que tu peux combiner plein de choses, et ce que nous, du coup, on peut pas forcément faire, sauf à te demander avant. Oui. Mais l'inverse, c'est ce que dit Johan, c'est que vu que les règles sont simples, liberté totale. Bien et sûr. pour des néophytes ou des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, c'est hyper agréable. Puis voilà, la création d'un personnage, on n'est pas sur du 1h30 comme sur du D&D, quoi. Bah, ça dépend. Pour la création de la campagne, j'ai quand même pris du temps. On a quasiment pris une journée entière pour créer les persos. Mais parce que c'est pour la campagne, c'était fait pour durer dans le temps. Un one-shot, en moyenne, une création de perso avec quelqu'un qui connaît à côté, même si c'est pas forcément moi, ça peut être ceux qui m'ont aidé à créer. On est sur du... 10 minutes, on est 10 sur minutes. non, un bon quart d'heure. Ouais, enfin, si tu sais, Si tu sais déjà ce que tu veux, ouais. en vrai, le truc le plus long, c'est de trouver le nom. C'est ça. Franchement, Ouais, vraiment. Limite, Le c'est reste, ça. tu sais tes points, tu sais comment tu vas les distribuer déjà, parce que tu sais du code de la méta que tu veux faire, donc Mon problème sur les MMO. Ouais, c'est ce que je voulais quand on a créé le jeu, c'était faire en sorte qu'une personne qui n'ait jamais fait de jeu de rôle puisse comprendre et prendre les règles en main très facilement. On a eu le cas plusieurs fois, notamment sur la convention qu'on a eue en mai, où il y a des personnes qui n'avaient jamais joué au jeu de rôle ou qui n'avaient jamais fait ce jeu de rôle-là. Il faut savoir que c'est très compliqué d'amener un nouveau jeu de rôle. Il y en a qui existent. On prend l'exemple de Donjons et Dragons, Pathfinder, Shadowrun, des choses comme ça. Des jeux qui existent depuis des années déjà et qui, eux, ont des règles qui sont fixées, qui sont simples. Créer un jeu de rôle avec de nouvelles règles, un nouveau lore, un nouvel univers, c'est quelque chose qui est très complexe. Et à présenter à des gens qu'on ne connaît pas, pour ma part, ça a été un vrai pas en avant dans le vide. Et les gens, en fait, ont accepté le jeu avec les bras ouverts et ils ont kiffé. Et il y en a même qui sont revenus le lendemain pour jouer. C'était très Ouais, cool, ça fait c'était cool. vraiment plaisir. Pouvoir justement leur faire tester plusieurs origines et sur la même origine, plusieurs voix. C'était ultra important pour moi. Pas avoir ce côté où, en fait, on a un Donjon et Dragon, on va choisir la race, on va choisir la descendance, on va choisir la classe, Non. Là, c'est, t'as une origine, tu choisis ta voix au niveau 3. Je voulais un truc qui soit très simple et très intuitif pour tout le monde. Et du coup, ça l'a été. Il y a eu quelques complexitudes au cours du temps parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une légitimité dans le jeu. Mais au final, les complexitudes ne sont pas énormes. On a vraiment un jeu qui est fait pour les néophytes, où on peut se permettre, pour des fans d'animé, par exemple, de faire des grosses actions dignes d'un animé. Pour des fans de bande dessinée ou de jeux vidéo, s'imaginer le jeu comme dans un jeu vidéo. D'ailleurs, on arrive à la dernière question, quasi avant-dernière question, pardon. Comment vous imaginez les actions, les décors, tout ça, quand je vous les décris? Dans quel type? Exemple, ça peut être quel type? Dans un type animé, dans un type jeu vidéo, dans un type film? Moi, c'est un mélange de beaucoup de choses. Un peu, des fois, dans un jeu vidéo, mais souvent en termes animés. Ouais. Pour les scènes de combat, par exemple, je vais prendre l'exemple de Vox Machina, qui est du coup l'animé d'un actual play aussi. Non, c'est sympa. Franchement, venez dans ma tête, il y a des trucs stylés des fois. il y a des flasques de whisky. Pour ta part, Aze?
Moi, contrairement à Yohan, du coup, c'est vraiment pas du tout animé, complètement l'inverse même. En fait, comment tu le tournais, les noms que tu donnais, etc. Pour moi, c'était très calqué Diablo. Ah oui. Vu que j'ai beaucoup joué à Diablo 3, je vois vraiment les univers comme ça, très enfer, très sombre, ambiance très sombre. Ça reste Blood Quest quand même. Donc ouais, pour moi, quand tu décris, genre typiquement épisode 18, comment il s'appelle le château? Château du Roi Démon, c'est pas le 18, c'est le 13. Épisode 13, le Château du Roi Démon. Non, 18 c'est quand on est dans le camp, t'as raison. Mais même quand on traverse la brume ou justement le château des Rois des Morts, enfin tout le berceau des corrompus par exemple, vraiment, c'est vraiment très Diablo-like pour moi. Ah oui, Et c'est ce que j'aime bien, tu inspiré. vois, cette ambiance vraiment dark, médiéval fantastique, c'est vraiment comme ça que je le vois. Avec du coup, voilà, animation. Alors, animation du coup plutôt shonen, ouais. Mais ça, c'est plus dans notre ressenti à nous plutôt que comment je vois le personnage, enfin, ou le PJ faire l'action. Alors, juste petite précision, quand la boîte sortira, parce qu'un jour la boîte va sortir, faut le savoir, vous pourrez bientôt, dans quelques années, peut-être dans quelques mois, en fonction d'eux, jouer avec vos potes à Blood Quest, le jeu de rôle. Les corrompus, à la bord, tout ça, font partie d'une extension qui s'appelle l'extension Dimension, donc elle sera pas accessible. C'est une extension Dimension. Première campagne se joue dans une extension, parce que du coup, on voulait se faire plaisir et on voulait avoir des choses un peu nouvelles. Donc pareil, comme l'origine des Néphilim, c'est une origine d'extension Dimension. Tout ça, ce sera expliqué du coup sur Instagram essentiellement aussi, mais ce sera aussi expliqué au cours des vidéos quand on aura des annonces à faire. Quand vous entendez l'extension Dimension, vous saurez que vous pourrez enfin jouer des Néphilim, ou aller à la bord, ou au corrompu, tout ça vous l'apprendrez dans le lore. Puis aussi Lore in Blood, parce qu'à la base, l'émission est aussi là pour ça, c'est pour expliquer le lore du jeu, les différentes dimensions, différentes origines, hein, etc. Et pour du coup, excuse-moi, dis-moi pour toi du coup, Non, du coup, ça me comment tu vois les Réaliste. Ah ouais, vraiment en mode réaliste. Ah oui. Bah, moi, quand je regarde La Bonne Auberge, Roll & Play, tout ça, c'est... si, Roll & Play aussi, parce que quand même, les descriptions de Julien sont très fournies et sont hyper imagées, facilitant du coup L'imagination. Oui, mais la mise en place en fait dans l'esprit de où sont les gens, où sont les objets, et comment sont les décors. Chose que tu fais très bien aussi. Je ne me rappellerai pas l'époque où tu appelais l'hôtel. Ah, c'était au tout début ça. Ça, c'est au tout début de notre quest. Ça, c'est quand on testait le jeu, voilà, il avait fait un truc, et voilà, l'alpha, on va dire. Petit avant-goût pour vous, au prochain épisode de Lore in Blood, c'est sur les différentes dimensions, les différents mondes qui existent dans l'univers de Blood Quest. Pour ma part, je sais que quand je vous l'ai décrit, alors je tiens à remercier personnellement Monsieur Julien Dutel, donc mentionnez Roll & Play dans les commentaires, allez-y, parce que c'est lui, j'ai pris un peu exemple sur lui pour tout ce qui était description, mise en ambiance, tout ça, et je me suis un peu calé sur tout ça, et pour le coup, c'est vrai que ça fait vraiment son effet, en tout cas j'espère. Pour ma part, je sais que je les imagine un peu à la Final Fantasy, comme les films Final Fantasy, très modélisation 3D, tout ça. Donc c'est vrai qu'on a pour le coup toutes ces visions très différentes, et ce qui fait que ça donne une vraie forme au jeu dans nos têtes. Ça donne une richesse de fou. Très souvent, quand on décrit un jeu de rôle à des personnes qui ne connaissent pas, on explique que c'est un jeu vidéo, mais dans notre tête où tout est possible. Là, pour le coup, c'est le cas. C'est ça vraiment que je recherchais dans les descriptions que je vous ai faites. Qu'est-ce que vous attendez de la suite de Blood Quest? Je parle déjà pour la saison 2, mais dans le futur, qu'est-ce que vous attendez pour Blood Quest? Le niveau 10. Moi, vu que le niveau 10, ouais, tout simplement. Avoir l'ulti. Voilà. Hein. Non, bah, j'en attends beaucoup déjà en termes de développement personnel, voilà. Bah, vraiment à me projeter dans Haze à 100%. Ça, c'est plus du côté perso. Après, voilà, j'ai hâte, parce qu'on ne connaît pas tout non plus. Hein. Hâte de voir ce que Quentin nous réserve en termes de lore, parce qu'il nous reste 5 bonnes saisons chargées en histoire à découvrir. Donc ça, c'est cool aussi. Beaucoup de développement au niveau du lore et du background des autres joueurs aussi. Parce qu'on ne connaît pas tout. Voilà, on ne sait pas comment Quentin veut nous le tourner ou veut nous l'amener. Parce qu'on sait voilà, des points clés de chacun. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Quand ils arrivent comme ça, parce que c'est sa spécialité en mode tu tombes face à face, tu fais quoi maintenant? C'est toujours sympa, ça fait toujours son effet. Puis non voilà, développement surtout et approfondir le jeu. Parce que voilà, on sait que, vu qu'on a pour projet de sortir le jeu en physique à l'avenir, cette saison 1 c'est une base. C'est la vitrine un peu. Là dans les saisons qui vont suivre, ça va vraiment être approfondissement lourd du lore. Là on a des brides un peu de chacun, il y en a quelques-uns qui se dévoilent, etc. Mais on sait que voilà, dans les saisons à venir, il va y avoir vraiment des moments clés, des suites d'épisodes sur l'approfondissement. Qui est Peter? Qui est Edgar? Qui est Brienne? Qui est Daria? C'est vrai que pour ta part, Sheffield, est quand même très axé sur le lore de n'importe quel univers en fait. Ouais. Et là, pour le coup, c'est vrai que dans celui-là, tu as de quoi faire parce que vous ne le connaissez pas du tout. C'est pas avoir des bases, un Seigneur des Anneaux ou un Harry Potter où on connaît. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est créé toute pièce. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que même moi, qui pourtant ai créé le jeu, il y a des trucs, je veux voir comment ça se passe parce que dans ma tête, l'Iquata, ça rendait super bien, mais en explication, ça a été très compliqué à prendre en compte. Donc maintenant, je peux vous le dire, l'Iquata est dans une bulle temporelle. Ils revivent en boucle tous les jours.
Sauf que, en fait, ils l'ont pas du tout compris comme ça. Et donc, en fait, ça a été très compliqué à le mettre en place. J'ai dû leur faire un débrief après le final, tout ça. C'était très dur. Au moins, voilà, dans ma tête, ça rendait très bien. Mais en réalité, on sait pas trop Compliqué, ouais. comment ça a été. Donc, saison 2, je vous ai réservé plein de choses. Vous allez voir. Et vu la façon d'écrire a changé. Donc, peut-être que les explications ont changé aussi. Et vous, les garçons, du coup, Baptiste, Johan, vous en pensez quoi de la suite? Tout comme chez Fi, tout pareil. D'accord. Vraiment, oui, juste approfondir l'histoire, approfondir aussi son propre personnage, les relations avec les autres, connaître le background aussi des autres. Le lore, pour le coup, vraiment fait l'essence même de Blood Quest, parce que même si on a aidé à observer certains aspects du jeu avec toi, on ne sait pas tout, il y a des choses qui ont changé dont on n'est pas au courant, et c'est tant mieux d'ailleurs. Et aussi, juste partager ce moment avec nous, ce qui nous fait extrêmement plaisir. Déjà, amener des gens qui connaissent pas forcément le jeu de rôle à soit regarder et en appréciant peut-être s'adonner eux au jeu de Oui, bien rôle, sûr. que ce soit du jeu de rôle vidéo, du jeu de rôle papier ou peu importe. Même si c'est pas Blood Quest, hein, ça peut être, si vous aimez les trucs de ça, mais c'est Donjons et Dragons, allez-y. C'est hein, ça, n'importe quel vraiment. jeu de rôle, même un D&D 3.5, un 5e édition, peu importe. Juste partager un moment avec sa famille, avec ses amis, avec des randoms sur Discord. Juste partager ce moment-là. Moi, c'est ça aussi que j'attends, c'est de pouvoir amener des gens dans cette communauté. Et je pense que c'est aussi le cas de tous les gens qui créent du contenu. Alors, du vrai contenu, j'entends, hein, sur YouTube, pas du contenu poubelle. Que ce soit une vulga scientifique, historique, une chaîne de cuisine, peu importe. Je pense que ces gens ont envie de transmettre une passion, de transmettre des connaissances, de donner aussi envie aux gens de se lancer. Parfois, ça peut aussi créer des vocations. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a 13, 14, 15 ans qui découvrira Blood Quest dans quelques années, qui se dira tiens, je vais devenir auteur, dessinateur, j'en sais rien. Ça sera quelque chose de chouette. Moi, c'est comme ça que je l'ai peut vécu. arriver. Vous tous les trois, et les filles le savent aussi, l'histoire qu'il y a derrière Blood Quest, elle est très importante pour moi. Moi, j'ai pas honte de le dire, c'est Roll and Play, donc Julien Dutel, Mélie Melzassar, Sébastien Mortamet, tout ça, qui m'ont vraiment donné envie d'écrire mon propre jeu de rôle, parce que c'était une période très compliquée dans ma vie, et ça m'a sorti de périodes très sombres, et pouvoir le transmettre à d'autres personnes, ça s'est ressenti beaucoup dans quelques épisodes, à l'épisode 4 essentiellement. C'est vraiment quelque chose qui était très important pour moi, et le transmettre à d'autres personnes, voir que donc là à l'heure actuelle où on tourne cette vidéo, on est à peu près à 200 abonnés, c'est quelque chose d'inespéré pour nous. C'est-à-dire que vraiment on s'attendait à 50 abonnés fin de saison 1, on est quasiment à 200, c'est énorme, c'est quelque chose qui est... même si à l'échelle de très gros youtubeurs, de monstres de YouTube français, Ça paraît un film. ça paraît rien du tout, mais pour nous, c'est énorme. On est des personnes random qui viennent de l'Ariège, pour ceux qui ne savent pas. C'est quelque chose de très important pour nous. Il y a très peu de youtubeurs dans notre région, même pas du tout quasiment. On a des Toulousains, des Thibaut InShape, des choses comme ça, qui sont eux des monstres de YouTube. Mais nous, en soi, on tourne ça dans une petite maison, au fin fond de l'Ariège, et avoir déjà 200 personnes, alors il y en a beaucoup qu'on connaît, mais sur les 200, on doit connaître quoi? 30 personnes, 40 personnes? Il y en a, on les connaît pas. Enfin, on les connaît, il y en a certains, on les connaît pas, quoi, et c'est trop cool. Et donc, c'est vrai que pour ça, moi, je remercierai jamais assez Roll and Play, et puis suivi ensuite de la Bonne Auberge, parce que moi, c'est eux vraiment qui m'ont fait rentrer dans le monde de l'actual play, m'avoir donné le petit coup de pouce pour me dire, bon, ben maintenant, tu te lances à écrire ton truc, et voir que mes amis derrière me soutiennent et me suivent dans cette aventure qui est, sur le papier, n'a aucun sens, hein, soyons honnêtes, c'est très cool. Et que vous, du coup, vous nous suiviez sur la communauté, c'est encore mieux, parce que on se rend compte que ça plaît à des gens, personnes qu'on ne connaît pas. Donc c'est vrai que pour nous, c'est très cool. Johan, qu'est-ce que tu attends pour la suite? Ben, en soi, tout pareil. Hein. Développement de personnage, développement de soi même. Comme je disais tout à l'heure, juste pouvoir interpréter complètement son personnage dans la voix, dans tout, dans les actions, dans juste tout. Interpréter complètement son personnage, c'est quelque chose qui, moi, me hype énormément et j'ai vraiment envie d'arriver à ce stade-là. Ensuite, développer les relations entre nous, en termes de PJ. Tout, en fait, c'est ça. C'est juste tout, qu'on puisse sortir la boîte, tout. Vraiment, L'aboutissement. c'est ça, un réel aboutissement Mais bien sûr, moi, je suis d'accord. d'un projet en fait. Ce serait vraiment l'aboutissement d'un projet, moi. On espère que tu es je d'accord. vois sur la suite. Bien sûr. On plus que ça. Il manquerait plus que je sois pas On est d'accord. d'accord quand même. Bah oui. Non, on sortira pas la boîte, voilà, c'est décidé. Oh, mauvais. Une question pour Yoann, est-ce que tu attends de Blood Quest que Edgar arrête de boire? Non, ce sera un tournant dans sa vie. Ouais. Et je pense savoir à quel moment il va arrêter de boire et à quel moment il va changer. Parce que je pense que tous nos personnages sont voués à changer à un moment donné, de caractère, d'attitude, de tout ça. Regarde sa tête, voilà. Voilà. Donc, le moment où Edgar arrêtera de boire, soit faudra s'inquiéter, soit c'est extrêmement positif pour tout le monde. Ah. Alors, tu notes? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous ne voyez pas et ce qu'eux ne savent pas, c'est que moi, j'ai déjà une fin pour leur perso. Je sais vers où je veux les amener, ce qu'on expliquait tout à l'heure. Mais vous avez pu le remarquer au cours de la saison 1, j'adore les cliffhangers déjà. Parce que je suis un gamin des années 90 et que tous les films s'arrêtaient par des cliffhangers ou les séries. Mais aussi, j'adore le côté epicness et
le renversement de situation. Je prends un exemple de John Wick. Encore une fois, on en reparle comme dans l'épisode 0, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir. Au début, c'est quelqu'un qui s'est raccroché, qui est à la retraite de tueur à gages, tout ça. Et il se passe un événement marquant dans sa vie, et il retombe dans ses travers. Ce que je voulais faire avec les personnages, c'est justement que c'est écrit, c'est pas sûr que ça arrive, mais c'est écrit, chacun d'entre eux, que ce soit les garçons ou les filles, ait un moment dans la campagne où ils vont avoir un vrai choc mental. Et ce vrai choc mental-là, il va les mettre tellement mal que j'espère que même les joueurs vont être mal, du coup, j'en suis à ce point-là, un peu machiavélique. Et qu'en fait, ils aient un vrai changement de caractère complètement dans leur personnage. Ace, c'est le plus simple parce que c'est moi qui gère son karma, le bien ou le mal, donc c'est moi qui vais gérer ça. Mais pour les 4 autres, c'est plus compliqué. Et c'est ça qui est aussi le challenge pour moi, c'est de leur faire, eux, ressentir des émotions. Bon les garçons, un dernier mot pour la fin? Ben merci, merci de nous suivre, merci de la force que vous nous donnez. Voilà, comme a dit Quentin, on est quasiment 200, donc c'est énorme. Ça donne de la force, ça donne envie de continuer, ça donne envie D'aller toujours plus de loin. péter les charts, comme on dit. Donc merci encore, je vous donne rendez-vous pour la saison 2. Soyez hypés pour la saison 2, parce que le meilleur reste à venir. Oh oui, le meilleur reste à venir. Et peut-être qu'on aura du meilleur matériel d'ici là aussi. Ouais. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, on a une caméra qui nous a lâchés. On tient surtout toute l'équipe à vous remercier de votre participation de cette saison 1. Si vous voulez nous soutenir, on a mis en place une cagnotte Litchi qui se finit début septembre. Donc même 1 euro, 5 euros, 10 euros, 50 euros, c'est à vous de voir, vous donnez ce que vous voulez. C'est déjà énorme, ça nous permet de continuer à acheter du matériel. On vous met le lien dans la description. La fin de la cagnotte s'arrête début septembre. Pour pas qu'on ait des caméras qui nous lâchent, comme on a eu à l'instant. Si acheter des meilleurs trépieds, des meilleurs micros pour une meilleure qualité sonore. On vous aime fort, merci de nous suivre. C'est très très cool. On apprécie faire ça, on apprécie les commentaires que vous nous laissez sous les vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, même aux personnes qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Ça fait une petite histoire, c'est très cool. Ça change des séries. On se donne rendez-vous pour la saison 2, début septembre, de Blood Quest. Je vais m'amuser à la martyriser un petit peu. Et n'oubliez pas, installez-vous, tamisez la lumière. Bienvenue sur Blood Quest.